Bonjour et bienvenue pour cette vidéo sur qu'est-ce que l'aura. Alors qu'est-ce que l'aura? Est-ce que quelqu'un parmi vous le sait? Michel? Non? Ok. Donc l'aura, c'est cette couche d'énergie vibratoire qui nous entoure. Et de quoi est-elle composée cette aura? Donc elle est composée de chakras, de méridiens, de corps subtils, de nadis, de formes pensées, de couleurs de fond, c'est-à-dire les couleurs qui déterminent notre chemin de vie, et de couleurs irradiantes. Donc je vais décomposer un petit peu et tous ces éléments. En premier lieu, les chakras. Donc les chakras, ils sont au nombre de 7. Ils se situent sur la ligne médiane, en face de notre corps. Les chakras sont en relation avec des couleurs, avec des notes, des règnes, des corps subtils, des sons, des mantras, des pierres, des glandes endocriniennes, et ils vibrent sur des fréquences des plus basses aux plus élevées. Donc nous avons en commençant le chakra de la base Muladhara, que je vais essayer de vous montrer. Oh, ça fait mal. Voilà. Muladhara. Chakra de la base, Muladhara, de couleur rouge. Sa note est le Do. Les glandes endocriniennes qui lui sont associées sont les surrénales. Son règne est minéral. Son mantra est l'âme, L-A-M. Son sens est l'odorat. Il correspond au corps physique. Sa planète est Saturne. Les pierres qui lui sont associées sont le jaspe rouge, rubis, hématite. Sa posture yogique est le lotus. Ensuite, nous avons le chakra sacré, Svadhisthana pour les Indiens. Ça chatouille. Voilà. Svadhisthana. Le chakra sacré, Svadhisthana, de couleur orange. Sa note est le Ré. Les glandes endocriniennes qui lui sont associées sont les gonades. Son règne est végétal. Son mantra est VAM, V-A-M. Son sens est le goût. Il correspond au corps éthérique. Sa planète est Jupiter. Les pierres qui lui sont associées sont la pierre de lune, la cornaline. Sa posture yogique est la grenouille. Ensuite, nous avons le chakra du plexus solaire, Manipura pour les Indiens. Alors. Oh, ça brûle! Voilà. Manipura. Le chakra du plexus solaire, Manipura, de couleur jaune. Sa note est le Mi. Les glandes endocriniennes associées sont le pancréas. Son règne est animal. Son mantra est Ram, R-A-M. Son sens est la vue. Son corps subtil est le corps affectif, astral et émotionnel. Sa planète est Mars. Les pierres qui lui sont associées sont l'ambre, la citrine, l'œil de tigre. Sa posture yogique est la contraction de l'abdomen. Ensuite, nous avons le chakra du cœur, Anahata. Celui-là, je sais jamais où j'ai mis mon cœur, moi. Voilà. Anahata. Le chakra du cœur, Anahata, de couleur verte et rose. Sa note est Fa. La glande qui lui est associée est le thymus. Son règne est humain. Son mantra est Yam, Y-A-M. Son sens est le toucher.
Les corps subtils qui lui sont associés sont le corps mental inférieur et mental supérieur. Sa planète est Vénus. Les pierres sont l'aventurine, jade, émeraude. Ses postures yogiques sont le poisson, le cobra ou la salutation au soleil. Ensuite, nous avons le chakra de la gorge, Vishuddha. Alors celui-là, je le mets derrière parce que c'est moins visible. Vishuddha. Le chakra de la gorge, Vishuddha, sa couleur est le bleu, sa note est le sol, la glande qui lui est associée est la thyroïde. Son règne est le règne subhumain des âmes, c'est-à-dire les anges, les archanges. Son mantra est Ham, H-A-M. Son sens est l'ouïe. Le corps qui est associé est le corps causal. Sa planète est Mercure. Ses pierres sont la turquoise, l'aigle marine, topaze bleu. Et sa posture yogique est la chandelle. Ensuite, nous avons le chakra de l'œil, Ajna. Ajna. Le chakra de l'œil, Ajna, de couleur indigo. Sa note est le La. Les glandes associées sont l'hypophyse et la pituitaire. Son règne est le règne subhumain des planètes. Son son est le Om, O-M. 7 sens lui sont associés, l'intuition, la clairvoyance, la clairaudience, l'empathie, l'espace-temps, la médiumnité, la télépathie. Son corps est le corps bouddhique. Sa planète est Saturne. Ses pierres sont le saphir, l'aspilazuli, azurite. Sa posture yogique est le cadavre. Il faut savoir ce qu'appellent les Indiens le troisième œil, c'est Ajna. C'est là où on dit que se trouve le sixième sens, mais en fait, comme je vous l'ai dit, il y a 7 sens à l'intérieur. C'est aussi l'état de Bouddha, c'est-à-dire que Bouddha a su monter son énergie jusqu'à cet endroit, jusqu'à ce point précis. D'ailleurs, si vous regardez une statue de Bouddha, vous pouvez voir un point entre ses sourcils, entre ses deux yeux. Bouddha veut dire éveillé. Donc il a su éveiller ce centre d'énergie. Et tout le monde dans cette vie peut devenir Bouddha. C'est-à-dire que Bouddha n'est pas un dieu, c'est un homme éveillé. Et pour finir, Sahasrara Padma, le chakra coronal, de couleur violette, blanche et or. Sa note est le Si. Et ça veut dire le 1000 fois précieux. Padma, voulant dire précieux, Padma, Padmé. Alors celui-là, Sahasrara Padma. Sahasrara Padma, le chakra coronal, de couleur violette, blanche et or. Sa note est le Si. La glande qui est associée est la glande pinéale. Son règne est le règne subhumain des systèmes solaires. Son mantra est Om. Les sens qui lui sont associés sont la connaissance et l'intellect, le supra-intellect. Il correspond au corps divin ou céleste. Ses planètes sont Saturne et Jupiter. Et les pierres qui l'activent sont le cristal de roche, le diamant et l'améthyste. Donc les corps subtils, ce sont des corps énergétiques multicolores qui entourent le corps physique. Donc ce champ est constitué de plusieurs couches où circule l'énergie vitale. Donc c'est la manifestation extérieure de l'énergie qui est en nous, et cela reflète notre santé physique, notre morale. Donc chez l'homme, il existe 7 corps. Donc en premier, nous avons le corps physique. C'est comme un vase où se déroulent les activités de l'être humain. Donc c'est une enveloppe qui accueille un contenu.
Ensuite, nous avons le corps éthérique. Donc le corps éthérique est lié au corps physique et il ne se sépare de lui qu'au moment de la mort. C'est ce qu'on peut voir dans les cimetières et qu'on appelle des feux follets. Donc le corps éthérique, c'est le siège des chakras. Il construit et restaure le corps physique. Il transmet au corps physique l'énergie vitale. Il conserve son intégrité physique dans le temps. C'est le siège de la perception physique de la douleur. Et toute partie physique possède un double éthérique. Ensuite, nous avons le corps affectif, astral et émotionnel. Donc c'est le corps qui contient la conscience, l'attribut de la personnalité. C'est le corps des émotions et des désirs. C'est le théâtre de toutes les activités mentales. Donc il s'alimente de nourriture émotionnelle. Il peut sortir et s'éloigner du corps physique. Celui-là, il demeure un certain temps après la mort. Il est attiré par des liens affectifs et il est nourri par les astres. Voilà donc pour le corps affectif, astral et émotionnel. Ensuite, nous avons le corps mental. Donc nos pensées, nos idées, nos connaissances rationnelles viennent de ce corps. Donc il est divisé en deux parties, supérieure et inférieure. Donc dans le mental supérieur, c'est le siège de la pensée dépourvue de jugement, de l'intuition, de la créativité artistique. Il capte les vérités universelles et il peut produire des formes pensées. On verra tout à l'heure, je développerai ce que sont les formes pensées. Ensuite, nous avons le mental inférieur. Donc là, la pensée est linéaire. On est dans le jugement et il ne comprend pas. Il ne comprend rien, pas grand-chose. Ensuite, nous avons le corps causal. Le corps causal, c'est le corps qui nous suit d'incarnation en incarnation. C'est un lieu de discernement, de pure perception. Il se réincarne en se revêtant de nouveaux corps subtils. Il augmente et garde la conscience individuelle. Sa tâche principale est de faire passer l'homme de son inconscience à une conscience complète. Il est le repère de tout ce qui est en accord avec le monde spirituel. Il est le siège de l'intuition spirituelle. Ensuite, nous avons le corps bouddhique ou atmique. C'est le siège de l'esprit. L'esprit est l'essence unique. On ne peut l'expliquer ou la comprendre à travers notre mental. À chaque fois que l'on découvre les limites de l'âme, nous nous élevons sur le plan spirituel. Ensuite, nous avons le corps divin, spirituel ou céleste. Il est la conscience de Dieu, la conscience de l'unité. Ensuite, nous avons les méridiens, donc bien connus de la médecine chinoise, de l'acupuncture par exemple. Donc l'énergie circule le long de ces trajets énergétiques appelés méridiens ou vaisseaux. Ils sont au nombre de 14. Il y a les méridiens yin qui circulent vers le haut et les méridiens yang qui circulent vers le bas. L'énergie circule et fait le tour des méridiens en 24 heures. Ceci concerne les 12 méridiens bilatéraux liés aux organes et aux viscères. Et il existe 2 méridiens régulateurs. Le méridien conception, yin, qui va du bas vers le haut sur le devant du corps, et le méridien conception, yang, qui va du bas vers le haut sur le dos du corps. Donc les méridiens gouvernent les grandes fonctions du corps humain. Les méridiens yin sont au nombre de 6. Il y a le poumon, le rate pancréas, le maître du cœur, le rein et le foie. Les méridiens yang aussi sont au nombre de 6. Il y a l'intestin grêle, le gros intestin, l'estomac, la vessie, le triple réchauffeur et la vésicule biliaire. L'énergie circule d'un méridien à l'autre selon un cycle de 24 heures. Un méridien possède un surcroît d'énergie. On dit qu'il est en plénitude 2 heures par jour. En revanche, 12 heures plus tôt, ils sont au plus bas de leur activité. Ainsi, une personne souffrant de problèmes pulmonaires risque fort de se réveiller entre 3 et 5 heures du matin, pendant la période de plénitude du méridien poumon. J'aime bien comparer les méridiens à des conducteurs électriques qui transporteraient le courant à la lampe, c'est-à-dire l'organe ou le viscère. Les émotions peuvent perturber la libre circulation de l'énergie dans les méridiens. Et le but de la kinésiologie est en partie d'identifier ces émotions qui perturbent cette circulation. Les émotions associées aux méridiens sont
Pour le foie, la colère. Pour la vésicule biliaire, le choix, la détermination, la combativité, alors ou le manque ou l'excès selon l'état du méridien. Le courage, l'intrépidité, le manque de décision ou de détermination. Donc pour le cœur, en équilibre, la joie, en excès, l'euphorie, et en vide, la déprime. Pour l'intestin grêle, appartenance, assimilation et chaleur. Pour le maître du cœur, joie, plaisir et bonheur. Pour le triple réchauffeur, dynamisme, vélocité, accablement ou désespoir. Pour le rat de pancréas, nostalgie, réflexion, perte de mémoire, rumination, ressassement des idées. Pour l'estomac, frustration, ressentiment, doute, colère par l'intermédiaire du foie. Pour le poumon, accablement, tristesse. Pour le gros intestin, lâcher prise, manque d'idées positives, obsession du détail, insatisfaction. Pour le rein, la peur, l'anxiété, le manque de vigueur. Et pour la vessie, la peur, la suspicion ou la jalousie. Ensuite, nous avons les nadis. Est-ce que quelqu'un sait ce que sont les nadis? Michel? Non, toujours pas? Okay. Les nadis sont des canaux énergétiques internes dans lesquels circule le prana, l'énergie vitale pure. Ils sont au nombre de 72 000 pour les secondaires que je détaillerai tout à l'heure en détail et de 3 pour les principaux. Donc pour les principaux, nous avons Sushumna, ici, donc situé au centre, dans le canal axial, situé en avant de la colonne vertébrale. Ensuite en bleu, nous avons Ida. Ida donc, est situé à gauche de la colonne. Il régit la force mentale, correspond à la lune. Ses énergies sont montantes. Il est yin, de couleur froide et bleue. Ensuite, nous avons Pingala, qui est situé à droite de la colonne vertébrale. Il régit la force physique. Il correspond au soleil. Ses énergies sont descendantes. Il est yang, de couleur chaude et rouge. Donc Sushumna, ce canal est très complexe. Il représente l'inconscient, il constitue le supramental, l'abolition des dualités, l'éveil. Les techniques de contrôle du souffle ou de dynamique du souffle comme pranayama permettent d'activer ce nadi et d'éveiller les facultés intellectuelles et spirituelles. Mais il faut avant cela respecter certains paliers et avoir géré ses émotions. En effet, si les facultés spirituelles s'éveillent, les tendances criminelles peuvent aussi se manifester. Donc ce somna peut être activé aussi bien chez un yogi en profonde méditation ou chez un terroriste ou un criminel. Par exemple, la personne doit absolument avoir géré ses émotions de jalousie, de haine, de colère, de rage. Oussama Ben Laden d'ailleurs s'est servi de ces techniques que connaissent bien les yogis et les soufis, qui sont des maîtres de l'islam, pour faire monter l'énergie dans ce canal, sans respecter les paliers, comme les paliers de décompression qu'il existe dans la plongée sous-marine. Il en a fait des fous de Dieu, ou des illuminés comme on les appelle, où Dieu leur dit de tuer, mais ils confondent Dieu avec leur état émotionnel perturbé. Des techniques sensuelles et sexuelles comme le tantrisme ou le taoïsme permettent aussi à des grands maîtres initiés d'activer ce nadi. Un orgasme entre deux êtres s'aimant peut aussi activer ce nadi. On entendra en général la femme dire à ses copines « j'ai connu le 7e ciel, je suis aux anges, etc. » En effet, l'énergie montant, dans le 7e chakra, le 7e ciel. Et là, j'ai un ange qui vient de me faire un signe. Pour Pingala, il prend sa racine dans le chakra de la base, Muladhara. Il est en relation avec le système nerveux sympathique. Il active l'activité musculaire en libérant l'adrénaline. Pingala contrôle le rythme cardiaque, active l'activité physique et oriente la conscience vers l'extérieur. Ses qualités, il est relié à l'hémisphère gauche et il est responsable des capacités de raisonnement, d'analyse et de logique. Son énergie chaude permet d'augmenter la chaleur du corps et contrôle l'énergie digestive. Il régit l'énergie à travers laquelle nous travaillons et agissons. Déséquilibre,
Sur le plan physique, nous rencontrons des maladies de type chaud, donc essentiellement des maladies aiguës à caractère inflammatoire et certains troubles cardiaques et digestifs. Ces troubles peuvent traduire un excès de l'ego au détriment du soi. Sur le plan psychologique, les déséquilibres engendrent un esprit dominateur, égoïste, agressif, colérique et matérialiste. Les personnes perfides et sans scrupules vivent en excès sur ce nadi. Peut-être que vous en connaissez. Ida prend aussi son siège dans le chakra de la base. Il monte à gauche de la colonne vertébrale, irrigue le cerveau droit et aboutit dans la narine gauche. Ida correspond à la lune, il représente l'élément féminin. Son énergie est froide, ascendante et bleue. Ses qualités, il régit la force mentale. Par son irrigation du cerveau droit, Ida est responsable de nos perceptions psychiques et extrasensorielles. Il stimule les activités créatives et artistiques, traite les informations et contrôle notre orientation dans l'espace. Son énergie froide permet d'abaisser la température du corps. Dans sa fonction harmonieuse, Ida, qui représente notre subconscient, libère des peurs et des sentiments de culpabilité. En déséquilibre, nous rencontrons l'ignorance, la paresse, un esprit tourné vers le passé, ainsi que tous les aspects négatifs, s'enfermer dans le silence, douter sans pouvoir passer à l'action, rester dépendant des conditionnements sociaux, familiaux, professionnels, traduisent un déséquilibre de Ida. Sa pathologie se manifeste par des désordres psychiques et mentaux, tels que certaines formes de dépression, certaines formes d'épilepsie, la sénilité, etc. Il convient de savoir que toute activité physique ou mentale excessive paralyse le côté émotionnel, donc Ida, ce qui peut engendrer des maladies graves. Les couleurs de fond. Même si l'aura comporte plusieurs couleurs qui se mélangent et se confondent, il y a cependant une couleur dominante. C'est ce qu'on appelle la couleur de fond. Elle détermine notre chemin de vie. La sympathie envers une autre personne vient du fait que votre couleur d'aura et la sienne sont en harmonie. L'antipathie ou l'aversion envers une autre personne sont dues à une trop grande différence de vibration et de couleur. Je propose d'ailleurs sur les salons ou les conférences, pour ceux que cela intéresse, de venir se faire tester la couleur d'aura et pouvoir ainsi venir consulter leur chemin de vie sur mon site internet en page couleur d'aura, et qui leur permettra de prendre conscience du chemin parcouru et de prendre aussi conscience des blocages, des peurs pour le chemin à venir. Donc il y a environ 13 à 14 couleurs différentes. Donc nous avons le rouge, leadership, le orange, harmonie et coopération, le jaune, créativité, esprit brillant, le vert, réparateur, le rose, succès financier et matériel, le bleu, diversité, indigo, aptitude à assumer la responsabilité pour autrui, le violet, spiritualité et progrès intellectuel, le bronze, philanthropie, l'argent, idéalisme, l'or, illimité, le blanc, illumination et inspiration, et le noir, méchanceté, possession pure. Il existe très peu de couleurs de fond noires. Les couleurs irradiantes. Donc les couleurs irradiantes sont des couleurs qui apparaissent et qui se mélangent à notre couleur de fond. Elles sont l'expression colorée de nos humeurs, de nos pensées, de nos émotions, de nos maladies, de nos états d'âme, etc. L'aura change de couleur au gré de nos émotions et de nos humeurs, comme le démontrent les émotions courantes comme broyer du noir, être vert de rage, voir la vie en rose, être lumineux, etc. En amour, lorsque l'on parle d'un coup de foudre, il s'agit d'un phénomène de vibration aurique. Il peut aussi y avoir des entités dans notre aura, comme un proche décédé, un guide spirituel, une divinité.
Cela dépend du taux vibratoire dans lequel nous nous trouvons. Donc là, j'ai représenté un petit schéma avec quelques humeurs, quelques émotions, comme là du rose autour de la région du cœur, donc ça veut dire que la personne est sûrement amoureuse. Ça représente le mensonge, une couleur verte ici. Là, le doute, la colère. Donc on voit là en fonction de les couleurs moutarde, ruse et cupidité, jaune, intelligence. Donc là, il y a une idée. Rouge champ, esprit de vengeance, jalousie. Le rouge, la colère. Le rose, l'amour. Le vert, le mensonge. Et certains verts. Après, il y a des nuances dans les couleurs et donc des nuances dans les émotions. Le gris clair, donc là par contre, un problème de santé par rapport à un organe ou à un endroit. Le marron, le doute. Le jaune terne, donc ça c'est la couleur de fond qui devrait être jaune, mais il est terne et grisâtre parce que la personne est dans la paresse et l'absence de sens pratique, la dépression et la désillusion. Donc ça reflète son état émotionnel. Sa couleur de fond qui devrait être jaune reflète un état émotionnel pas top top. Sûrement lié à ce que la personne vit actuellement dans sa relation amoureuse par rapport à un mensonge qu'il y a eu et le doute qui s'est installé. Et toutes ces couleurs peuvent assombrir la couleur de fond. Les formes pensées et miasmes. Une forme pensée est en quelque sorte un égrégore individuel qui cette fois n'est généré que par la pensée d'un seul individu. La définition d'une forme pensée. Une forme pensée est la concrétisation d'une pensée que l'on dispose ou transmet dans un emplacement spatio-temporel spécifique à sa personnalité. Une forme pensée est un sentiment vécu qui va rester en mémoire, une croyance vis-à-vis de soi-même. L'entité forme pensée est toujours notre création, mais elle n'est pas nous. Dans le cas d'une maladie, la forme pensée est là pour nous rappeler qu'il y a quelque chose que nous n'avons pas compris ou pas intégré. La création d'une forme pensée, à la suite d'une émotion, d'un stress ou d'un choc psychologique. L'énergie projetée à ce moment-là sera véhiculée par celui qui l'émet pour finalement prendre forme dans l'astral. Le pouvoir de nos pensées est immense, d'une puissance insoupçonnée. Si nous émettons une pensée chargée d'une forte émotion ou d'un stress important, concernant un événement bien défini, celle-ci prendra forme dans l'astral, dans la partie de l'astral la plus proche de notre niveau vibratoire à nous humains. En fait, la forme pensée va généralement se concrétiser dans l'aura mentale de la personne qui l'a émise. Pour qu'une forme pensée puisse prendre vie, il est nécessaire que deux centres énergétiques, chakras, interviennent dans sa construction. Donc, deux chakras nécessaires pour la construction d'une forme pensée. Le chakra de l'œil est toujours mis en œuvre. Son rôle est de créer des images mentales représentant l'objectif et les pensées. Il est le centre de l'énergie créative par excellence et de la matérialisation de nos pensées sur le plan subtil. L'autre chakra co-créateur de la forme pensée ne sera pas toujours le même, il variera en fonction de l'origine de la forme pensée. Les origines de la forme pensée, donc deuxième chakra, origine sentimentale, troisième chakra, origine émotionnelle, cinquième chakra, origine conceptuelle. Et donc toutes avec le sixième chakra. Lors d'un choc émotionnel, d'un traumatisme psychologique, d'un stress et souvent suite à une répétition et mécompréhension de la vie, un rayon d'énergie va jaillir de ces deux chakras concernés et au point de rencontre de ces deux rayons, dans l'aura mentale, une cellule vivante, la forme pensée, se formera. Cette cellule contiendra toutes les informations contenant la situation et l'événement générateur de la forme pensée. Tout ce qui s'est passé, tout ce que le cerveau a vécu, sera enregistré dans la forme pensée. Tu suis, Michel? La forme pensée est toujours créée sur le plan mental. La forme pensée est une force qui rentre en action dès sa création. Tous les plans subtils et physiques peuvent être touchés.
Les formes pensées sont visibles dans l'aura mentale. Elles peuvent y résider à différentes distances du corps physique. Ça dépend de l'âge de la forme pensée, et ça peut aller jusqu'à 2 mètres. Plus une forme pensée est proche du corps physique, plus elle est proche du moment présent. On peut voir là une projection de forme pensée d'origine émotionnelle, 3e chakra, et du 6e, dans l'aura mentale, les 2 rayons, la forme pensée. Tu suis, Michel? Une forme pensée peut contenir toutes les couleurs. Les couleurs donneront des indications sur sa raison d'être. Elle contient également des couches, des strates, qui peuvent donner des indications. Exemple de développement d'une forme pensée. On va prendre comme exemple le sentiment d'abandon. Hugo arrive au monde avec une jaunisse. Et aussitôt il se trouve en couveuse, sous UV. Sa maman, qui a mal vécu l'accouchement, est malade et ne peut l'approcher. Il a le sentiment d'être abandonné. Petit enfant, ses parents travaillent beaucoup et il se retrouve souvent chez la nourrice. De nouveaux sentiments d'abandon. Il grandit et découvre le pensionnat. Sentiment d'abandon à nouveau. Cette répétition d'événements, qu'il perçoit comme des abandons, l'affecte tellement qu'une forme pensée s'est créée dans son aura mentale. Chaque fois que l'événement à la source de la forme pensée se répétera ou se renouvellera, sans considération de temps, la forme pensée se réactivera. Et en ce qui nous concerne, le sentiment d'abandon à la naissance. À chaque réactivation, la chaîne de la forme pensée existante s'enrichira de nouvelles informations de plus en plus proches du corps physique. Au fur et à mesure de sa progression vers le corps physique, elle se renforcera de l'énergie de toutes les formes pensées créées, prendra de la force et acquérera un réel pouvoir sur l'être. C'est toujours la forme pensée qui est le plus proche du corps physique qui déclenche la maladie, mais c'est la première qui est à l'origine du dysfonctionnement. Même si une forme pensée date d'une vie antérieure, tous les éléments nécessaires à sa réactivation seront dans notre vie, et elle fera tout pour se rappeler à nous. Une forme pensée revient dans notre vie régulièrement, jusqu'à ce que le corps physique soit atteint, afin de nous faire prendre conscience qu'elle est là et pourquoi. Une forme pensée sera réactivée par un mot, un acte, une situation, et sans forme pensée, il ne peut y avoir de situation familiale conflictuelle, d'accident ou de maladie. Les formes pensées sont créées automatiquement par notre cerveau limbique ou émotionnel. Plus nous nourrissons une forme pensée, plus elle attire à elle des éléments qui vont la réactiver. Quand une forme pensée entre en action, elle génère très rapidement une émotion. Notre système immunitaire nous protège, mais va devenir déficient sous l'impact des émotions. Une forme pensée peut être collective. La famille, un peuple, un groupe. Dans ce cas, nous appellerons ça un égrégore. Le rôle d'une forme pensée. Une forme pensée n'est pas accrochée à nous pour nous nuire, mais pour nous rappeler ce que nous devons comprendre et apprendre. Progressivement, au fur et à mesure des réactivations, la forme pensée va se rapprocher de plus en plus du corps physique. Ce faisant, elle bloque les nadis dans le corps mental et il s'ensuit une mauvaise circulation d'énergie dans ceux-ci. L'énergie circulant mal, les chakras concernés seront déficients et affaiblis et un dysfonctionnement apparaîtra dans les glandes et les organes des chakras concernés. De ce dysfonctionnement se manifestera la maladie, indiquant que nous n'avons pas assimilé la leçon. Une maladie vient toujours d'une forme pensée qui prend son origine dans la mémoire. Cette mémoire peut dater de la vie actuelle ou d'une autre, antérieure. Forme pensée et enfant. Ce que l'on dit à un enfant de bas âge va l'influencer toute sa vie, car il l'intègre intégralement sans l'interpréter. Cette compréhension erronée, car mal comprise, génératrice de croyances, pourra être à l'origine de formes pensées. Les mots utilisés avec de jeunes enfants de moins de 7 ans sont très importants. Mon travail en tant que kinésiologue spécialisé en aura est de déterminer avec précision, grâce aux tests de la kinésiologie, l'origine de la forme pensée. Par exemple, la peur d'être abandonné, la peur de perdre, la peur de manquer, la peur du vide, etc. Donc déterminer avec précision sa localisation dans l'aura est la technique la plus appropriée pour la diffuser. J'entends par diffuser sortir de la fusion, car lors d'un stress important, les éléments fusionnent en matière mentale, d'où création de formes pensées. Les miasmes. Il est difficile de définir clairement le mot miasme, à différents degrés d'activité et d'intensité. Ce modèle se trouve inévitablement
sur l'éther de la vie, donc le corps éthérique, et sa présence seule zappe la santé. Le stress ou les chocs émotionnels précipitent fréquemment le modèle miasmique, provoquant ainsi des changements pathologiques généraux. La définition du miasme est une entité immatérielle, contagieuse, délétère, fétide, impure, insalubre, infecte, malsain, morbide, mortel, pestilentiel, vénéneux, miasme gangréneuse, bannir, chasser, que des mots très agréables.